Bonjour à tous, bienvenue sur Libre de voir autrement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du projet Panama, comme si demain, il suffisait de contrôler les livres numériques pour contrôler la mémoire. Depuis quelque temps, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux dénonçant la destruction massive de livres à des fins de numérisation. Et forcément, le sujet interpelle. Parce que quand on se représente un livre découpé en morceaux, notre imaginaire collectif fait immédiatement le rapprochement avec quelque chose de beaucoup plus ancien, la destruction des livres. Mais attention, il faut être précis. Nous ne sommes pas en face d'un nouvel autodafé. Dans un autodafé, on détruit le livre pour faire disparaître ce qu'il contient. Ici, c'est presque l'inverse. On détruit le livre parce que ce qu'il contient a été récupéré. Et c'est précisément cette différence qui rend cette histoire intéressante. Alors, qu'est-ce que le projet Panama? Le projet Panama est le nom donné par Anthropic, l'entreprise qui développe notamment l'intelligence artificielle Claude, à une initiative de numérisation destructive de livres. Le principe est assez simple. L'entreprise achète des livres physiques, la reliure est découpée, les pages sont séparées pour être numérisées, et une fois le contenu récupéré sous forme numérique, le livre est physiquement envoyé, envoyé au rebut. Alors pourquoi cette numérisation massive depuis quelque temps? Parce que pour entraîner une intelligence artificielle, ce qui intéresse la machine, ce n'est pas vraiment le livre en tant qu'objet. Non. Elle, ce qui l'intéresse, c'est son contenu, son texte, ses phrases, ses mots, ses informations, ses structures. Bref, tout ce qui peut devenir de la donnée. Et là, nous touchons quelque chose de très contemporain. Parce que pendant des siècles, nous avons considéré un livre comme un objet de transmission. Aujourd'hui, une entreprise d'IA peut aussi le considérer comme une source de données. Et ça change beaucoup de choses. Est-ce que cette histoire nous oblige à réfléchir à quelque chose que nous avons déjà rencontré des centaines de fois dans l'histoire? Le rapport entre le pouvoir, le savoir et la mémoire. Alors, combien de livres ont été détruits, me demanderez-vous? C'est justement là qu'il faut se méfier des chiffres qui circulent sur Internet. Le nombre exact n'est pas connu, mais les documents internes rendus publics dans le cadre des procédures judiciaires aux États-Unis indiquent que déjà des millions de livres ont été numérisés et détruits. Mais il y a une autre information assez spectaculaire. Dans une note interne datant d'avril 2024, le projet Panama est décrit comme une initiative de numérisation destructive de tous les livres du monde. Alors je précise bien, cela correspond à l'ambition formulée dans le document. Cela ne signifie évidemment pas qu'Anthropic a effectivement numérisé tous les livres du monde. Mais cette formulation donne quand même une idée de l'échelle à laquelle certains acteurs de l'IA peuvent désormais envisager la collecte de connaissances. Et le même document, étonnamment, indique que le projet devait rester secret. Alors pourquoi finalement détruire le livre? La réponse est assez pragmatique. La reliure gêne la numérisation industrielle. Si nous avons des millions de livres à scanner, vous pouvez évidemment les ouvrir un par un. Mais voyez le temps que ça demanderait et les manipulations. Mais si vous découpez la reliure, vous vous débarrassez de la couverture et du dos, vous obtenez ainsi des feuilles séparées, qui peuvent être traitées beaucoup plus rapidement. Le livre devient alors une sorte de matière première. On le transforme, on récupère l'information, on élimine le support. Et là, je vais presque envie de vous poser une question. Mais qu'est-ce qui fait qu'un livre est un livre? Est-ce uniquement le texte qu'il contient? Est-ce aussi son édition, sa traduction, sa mise en page, sa couverture, les annotations d'un ancien propriétaire, la date à laquelle il a été imprimé?
son histoire, le fait qu'il ait traversé plusieurs générations? Parce qu'un fichier numérique peut contenir exactement les mêmes mots, sans être exactement le même objet. Et c'est là que le sujet dépasse largement entre. Il y a d'ailleurs une autre affirmation qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Certains posts affirment qu'Anthropic aurait acheté et détruit des livres extrêmement rares, voire des exemplaires quasiment uniques. Là encore, il convient de nuancer. Il existe bien des documents dans lesquels le responsable du projet Panama évoque la recherche de livres moins courants. Et plusieurs libraires ont également rapporté avoir constaté une hausse de la demande concernant certains livres anciens, rares ou à faible tirage, qui soupçonnent de pouvoir être liés à l'industrie de l'IA. Pour autant, cela ne permet pas d'affirmer qu'Anthropic a systématiquement détruit des livres anciens. L'entreprise affirme au contraire que ses programmes d'acquisition de données n'achètent ni ne détruisent de livres rares ou anciens. Donc à ce stade, il convient de distinguer ce qui est documenté, ce qui est déclaré par l'entreprise et ce qui relève des témoignages ou des soupçons. Et c'est très important parce que lorsqu'on enquête sur un sujet aussi sensible, la crédibilité repose aussi sur notre capacité à dire ça nous le savons, ça nous ne le savons pas encore. Alors dans tout ça, vous me demanderez peut-être, et le droit d'auteur? Volontairement, je ne vais pas m'étendre sur ce volet. Simplement préciser que juridiquement, la situation est plus complexe qu'elle n'en a l'air. À ce jour, seule la justice américaine a eu l'occasion de statuer sur cette numérisation de livres, et il est fort probable que les juridictions françaises auraient eu des considérations fort différentes selon notre droit de la propriété intellectuelle. Pour autant, c'est pas parce que quelque chose peut être juridiquement permis qu'il faut forcément ne plus se poser la véritable question au niveau éthique et culturel. Alors, j'en reviens à Anthropic. Vous me direz, est-ce qu'Anthropic est la seule à utiliser des livres pour entraîner son IA? Nous n'avons actuellement pas de preuve que d'autres grandes entreprises aient mis en place exactement le même système de numérisation destructive à grande échelle. Mais il serait trompeur de présenter cette histoire comme si seul Anthropic avait soudainement découvert que les livres pouvaient servir à entraîner des intelligences artificielles. Meta a notamment été accusé, et les documents l'ont montré, qu'il utilisait des livres provenant de sources piratées. OpenAI a indiqué de son côté, dès 2021, que le GPT-3 avait notamment été entraîné à partir de 2 corpus de livres disponibles en ligne. De nombreux auteurs, quant à eux, ont également affirmé que leurs ouvrages avaient été utilisés pour entraîner des modèles d'IA sans leur autorisation. Bref, la question pertinente n'est donc pas de savoir si Anthropic est la seule à utiliser des livres. Notre véritable question est beaucoup plus vaste. C'est que devient le livre lorsqu'il entre dans l'immense machine de l'intelligence artificielle? Et là, on peut se demander si, finalement, le livre ne serait pas en train de changer de statut. Je m'explique. Pendant des siècles, un livre était quelque chose de matériel. Pour détruire un livre, il fallait le déchirer, le jeter, le brûler. Et pour le conserver, il fallait le stocker. Une bibliothèque avait des murs, des étagères, des bâtiments, des bibliothécaires, des conservateurs, des lieux sécurisés et surtout plusieurs exemplaires. Aujourd'hui, nous avons changé de monde.
Un livre peut tenir dans quelques mégaoctets. Il peut être copié à l'identique, envoyé à l'autre bout du monde, stocké sur plusieurs serveurs, analysé par une machine et intégré dans une gigantesque base de données. C'est vertigineux. Mais cela change aussi profondément notre rapport au savoir. Parce qu'un fichier numérique n'est pas seulement plus facile à conserver ou à partager, qu'il est aussi plus facile à modifier, à falsifier. Et c'est ici que l'histoire mérite que l'on s'arrête un instant. Puisque ce n'est pas la première fois que le pouvoir s'intéresse aux livres. Si nous remontons très loin dans le temps, nous trouvons déjà cette volonté de contrôler les textes. En Chine, au IIIe siècle avant notre ère, l'empereur Qin Shi Huang entreprend une politique visant notamment à contrôler les écrits et la pensée. Certains ouvrages sont détruits. Pourquoi? Parce qu'ils représentent des traditions, des philosophies ou des récits qui peuvent entrer en contradiction avec le pouvoir impérial. Le principe est simple. Si vous contrôlez ce qui peut être lu, vous contrôlez en partie ce qui peut être pensé. Plus tard, nous pouvons également repenser à cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. On raconte souvent qu'elle aurait été détruite en une seule catastrophe spectaculaire. La réalité historique est beaucoup plus complexe. Sa disparition semble avoir été progressive à travers plusieurs siècles de conflits, de transformations politiques et religieuses et de déclin. Mais elle est devenue un symbole extraordinaire, celui de la connaissance qui peut disparaître. Après ces deux premiers exemples viennent aussi les destructions de manuscrits religieux ou considérés comme hérétiques, les autodafés, les destructions de bibliothèques. Pendant la conquête espagnole des Amériques, par exemple, une grande partie des codex mayas est détruite. Et avec eux, disparaît une partie considérable d'une civilisation. Une culture entière se retrouve amputée de sa propre mémoire. Puis arrive l'un des épisodes les plus célèbres, 1933, l'Allemagne nazie. Dans plusieurs villes, des autodafés sont organisés. Des milliers de livres sont jetés dans les flammes. Des œuvres d'écrivains, de philosophes, de scientifiques, d'intellectuels considérés comme indésirables, tout cela partit aux flammes. Le message est extrêmement clair. Il ne s'agit pas seulement de détruire du papier. Il s'agit de dire cette pensée-là n'a plus le droit d'exister dans notre société. Et c'est précisément pour cela que les autodafés sont si puissants symboliquement. Parce qu'un livre contient une idée, et une idée ne se brûle pas aussi facilement qu'une feuille de papier. Pour autant, on brûle là le support, on interdit l'auteur, on fait disparaître les exemplaires, on contrôle les bibliothèques, on écrit les programmes scolaires. Et progressivement, on tente de contrôler la mémoire collective. Alors après cet épisode autour des autodafés de 1933, un des derniers exemples que je vais vous donner est celui de la Chine de Mao Zedong. Autre continent, autre époque, 1966. Pendant la révolution culturelle, des livres anciens, des archives, des objets culturels et des bibliothèques sont détruits. Là encore, le pouvoir cherche à rompre avec une partie du passé. Les 4 vieilleries, comme il était dit à l'époque, doivent disparaître. Les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes. Et ce qui est fascinant, c'est que nous retrouvons toujours la même mécanique. Elle peut prendre des formes différentes, elle peut être politique, religieuse, idéologique, militaire. Mais derrière, il y a souvent un point commun, la volonté de décider ce qui mérite
être transmis. Les destructions, là, que je vous ai indiquées, finalement, ils s'inscrivent tous dans un même schéma. Et elles surviennent rarement par hasard, parce qu'elles répondent généralement à l'un des objectifs suivants: soit contrôler le récit historique, soit imposer une idéologie, soit faire disparaître une culture ou une identité, soit empêcher la transmission des connaissances, soit intimider les intellectuels et les opposants. Là où brûlent les livres, on finit aussi par brûler des hommes, écrivait en 1821 Heinrich Heine, écrivain allemand. Cette phrase est d'ailleurs devenue célèbre après les autodafés nazis, même si elle leur est antérieure de plus d'un siècle. Ce qui se frappe à travers ces épisodes, c'est que la destruction de livres n'est presque jamais seulement une attaque contre des objets matériels. Elle vise aussi la mémoire collective, la transmission des idées et la capacité d'une société à se raconter elle-même. Alors, détruire un livre, ce serait toucher à la transmission? C'est peut-être là que se trouve le véritable sujet. Détruire un livre n'est pas simplement détruire un objet. C'est interrompre une scène. Quelqu'un l'a écrit, quelqu'un l'a imprimé, quelqu'un l'a acheté, quelqu'un l'a lu, quelqu'un l'a transmis. Et quelqu'un l'a peut-être relu 20 ans, 50 ans plus tard. Peut-être qu'un chercheur, 2 siècles après l'écriture d'un ouvrage, va découvrir un élément qui va lui permettre de redonner un nouveau souffle à une voie et peut-être même trouver quelque chose d'important. Bref, le livre-là est comme une sorte de capsule temporelle. Il permet à une voix du passé de continuer à parler. Et quand on détruit cette voix, on ne détruit pas seulement le présent, on réduit les possibilités du futur. Alors, c'est là que je reviens à notre sujet de départ, le fameux projet Panama. Parce qu'il est très différent des autodafés historiques. Et cette différence est essentielle. Dans les cas historiques que nous avons évoqués là plus haut, la destruction cherchait souvent à empêcher la diffusion d'une pensée. Dans le cas du projet Panama, c'est presque l'inverse. On détruit le livre physique pour conserver son contenu. Il n'y a donc pas dans ce projet une volonté idéologique de supprimer les idées contenues dans les ouvrages. Au contraire, l'objectif annoncé est de récupérer ces idées sous forme numérique pour les exploiter dans l'entraînement d'une intelligence artificielle. Et pourtant, cela nous conduit à une question étonnamment proche. Qui possède désormais la mémoire? Imaginez un instant un monde dans lequel la majorité des livres auraient été numérisés. Un monde dans lequel les livres physiques deviendraient vrais. Un monde dans lequel nous demanderions à une IA: résume-moi ce livre, ou qu'est-ce que son auteur voulait dire exactement? Que pense cet auteur d'un tel événement? Ou donne-moi un passage qui parle de ceci. Ce serait incroyablement pratique, hein, mais qui nous garantit que ce que nous obtenons correspond exactement au texte original? Je précise immédiatement, je ne dis pas que les IA sont actuellement en train de falsifier les livres, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je pose juste une question de principe, parce que techniquement, un texte numérique peut être modifié, une phrase peut être supprimée, un paragraphe peut être remplacé, une traduction peut être changée.
Une version peut être privilégiée plutôt qu'une autre. Et si l'utilisateur ne dispose plus de l'original, comment va-t-il savoir que ce sur quoi il se réfère ne correspond pas au texte d'origine? Alors, c'est ici que je voudrais quand même faire une distinction fondamentale. Le danger n'est pas nécessairement que l'IA veuille un jour décider de réécrire notre histoire. En tout cas, pas pour moi. À l'heure où je fais cette enquête, une IA n'est pas un être humain qui aurait soudainement décidé de prendre le pouvoir. Le véritable enjeu est beaucoup plus concret. Et les questions qu'il convient de se poser, c'est finalement qui contrôle les données? Qui possède les archives? Qui possède les serveurs? Qui décide quels textes sont accessibles? Qui définit les règles des plateformes? Qui possède les modèles? Qui contrôle les interfaces à travers lesquelles nous accédons au savoir? Parce qu'autrefois, pour contrôler les livres, il fallait contrôler les bibliothèques. Mais demain, il pourrait suffire de contrôler les infrastructures numériques qui donnent accès aux livres. Et cela change complètement l'échelle du problème. Et c'est sans doute là que c'est le plus dangereux. Pour faire disparaître un livre autrefois, il fallait le brûler. Aujourd'hui, il pourrait suffire de le rendre inaccessible, de ne plus l'indexer, de le retirer d'une base, de ne pas le proposer dans les résultats, ou simplement de faire en sorte que personne ne pense à aller le chercher. Le livre existe encore quelque part, mais pour nous autres utilisateurs, c'est comme s'il n'existait plus. Et cela pose une question fondamentale. Est-ce qu'une information que personne ne peut plus trouver est encore véritablement une information accessible? C'est ici que je ne veux surtout pas terminer par une vision catastrophiste, parce que le numérique possède aussi une force extraordinaire. Autrefois, si une bibliothèque brûlait, les livres étaient perdus. Aujourd'hui, une archive peut être copiée, encore, et encore, et encore. Une bibliothèque peut conserver une copie, une université une autre, une fondation encore une autre. Un chercheur peut détenir une copie, un particulier également. Et ces copies peuvent se trouver dans différents pays. Nous avons donc aujourd'hui quelque chose que les civilisations anciennes n'avaient pas, la possibilité de multiplier la mémoire presque à l'infini. Et c'est peut-être cela qu'il faut construire. Non pas une mémoire unique, mais une mémoire distribuée. Alors, si le projet Panama doit nous apprendre quelque chose, ce n'est peut-être pas méfions-nous de l'IA, même si en aparté, je vous dirais vigilance quand même. C'est beaucoup plus large. Ce que pourrait nous apprendre ce projet, c'est plutôt de ne jamais confier toute notre mémoire à un seul acteur, ni à un gouvernement, ni à une entreprise, ni à une plateforme, ni à une technologie, ni même à une IA. Parce que la meilleure protection contre l'effacement de la mémoire n'est pas de trouver celui qui saura parfaitement la conserver, c'est de faire en sorte que personne ne puisse être le seul à la posséder. Alors finalement, l'histoire nous montre quelque chose d'assez fascinant. Chaque fois qu'un pouvoir a voulu imposer une mémoire unique, il a essayé de faire disparaître toutes les autres. Aujourd'hui, nous avons potentiellement les moyens de faire exactement l'inverse. Conserver plusieurs versions, comparer les sources, archiver les documents.
Conserviez les éditions originales. Identifiez les modifications. Multipliez les copies. Et surtout, continuez à lire. Parce qu'une société qui lit plusieurs versions d'une histoire est beaucoup plus difficile à enfermer dans une seule vérité officielle. Alors, pour conclure cette enquête, peut-être que la véritable question du projet Panama n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle va détruire nos livres. La question est plutôt qui décidera demain de ce que nous pourrons encore lire. Et cette question-là, elle ne concerne pas seulement l'intelligence artificielle. Elle concerne chacun de nous. Parce que nous entrons dans une époque où une grande partie de notre mémoire collective va passer du papier aux données. Et cette transformation, technologiquement extraordinaire, exige une vigilance nouvelle. Nous devons conserver les originaux lorsque c'est possible, multiplier les archives, préserver les sources, conserver les différentes éditions, faire circuler les connaissances et surtout, ne jamais confondre accès au savoir et possession du savoir. Parce qu'un jour peut-être, nous demanderons à une machine: dis-moi ce que disait ce livre. Et la vraie liberté sera peut-être de pouvoir lui répondre: attends, je vais quand même aller vérifier. Parce que tant qu'il existe plusieurs exemplaires, plusieurs archives, plusieurs chercheurs, plusieurs regards, personne ne possède entièrement notre mémoire. La technologie peut nous aider à préserver notre histoire. Elle peut même devenir l'un des outils les plus puissants que l'humanité ait jamais eu pour empêcher la disparition des connaissances, à une condition: que nous ne lui demandions jamais de penser, de conserver et de raconter à notre place. La mémoire de l'humanité ne devrait appartenir ni à un État, ni à une entreprise, ni à une machine. Elle nous appartient à tous. Alors oui, numérisons les livres par précaution, pour une plus large diffusion. Préservons-les, partageons-les. Utilisons les outils pour les rendre plus accessibles, mais gardons toujours plusieurs chemins vers le passé. Parce que lorsque les chemins sont nombreux, il devient beaucoup plus difficile de réécrire l'histoire. Et souvenez-vous, la vérité laisse toujours une trace. Alors merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle enquête. Je me réjouis, vraiment de l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle chaîne et à la première enquête qui a été diffusée sur LVA. Au-delà d'une reconnaissance personnelle du travail que j'ai pu fournir, ce qui me réjouit vraiment, c'est que là, le sujet est interpellé, que les gens commencent à se poser des questions et qu'il convient là de retrouver du discernement. C'est, c'est précisément ce que ces enquêtes ont pour vocation. C'est essayer d'ouvrir le questionnement et de se maintenir dans une certaine vigilance. Là, on sait que beaucoup de choses jouent contre nous, hein, contre le vivant, contre la mémoire, contre la connaissance, contre l'information. Et justement, j'essaye à mon humble niveau, sur cette chaîne, de vous faire partager en tout cas moi ce qui m'interroge. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à trouver ce deuxième sujet intéressant.
N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires, à apporter vos propres réflexions. Euh, voilà, j'essaierai en tout cas, je vous lirai tous, mais je vais peut-être pas pouvoir passer autant de temps que j'ai passé à répondre aux commentaires de la première vidéo, parce qu'il y en a eu plusieurs centaines, et que tout ceci m'a demandé un temps considérable. Et en tout cas, je vous lis, je répondrai aux commentaires qui me sembleront les plus pertinents, intéressants ou voilà, qui apporteront peut-être quelque chose de nouveau. Euh, Mais en tout cas, je préfère consacrer mon temps à mes recherches et à ma rédaction parce que c'est finalement c'est ça qui donne de la matière et et qui vient justifier la présence de cette nouvelle chaîne. En tout cas, sur ce sujet, j'ai une autre interrogation et une autre petite information que j'essaierai d'aller vérifier plutôt en hypnose régressive avec mes deux collègues. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui sera possible dès la rentrée. Je ne manquerai pas, en tout cas, sous cette vidéo-ci, de vous mettre le lien quand l'enquête aura été publiée. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et encore merci d'avoir suivi cette nouvelle enquête. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.